Pour la première fois, il remonte le fil de son incroyable destin. Marek Alter est mon invité pour Je rêvais de changer le monde. Ce sont les mémoires publiées chez Robert Laffont XO. Marek Alter, vous êtes un homme qui avait parcouru le monde. Tout au long de votre vie, vous êtes né à Varsovie. Vous avez toujours rêvé de changer le monde et vous le dites encore, ce monde peut changer. Ah oui, tout à fait, parce que sinon, pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Si on ne pense pas que le lendemain peut être meilleur que demain et que le demain sera meilleur qu'hier, Oui. alors ça désespérait. Oui, bien mais sûr. en même temps, vous naissez, je le disais, à Varsovie, vous naissez en 1936, c'est la guerre qui s'annonce et c'est en Pologne. Oui, oui, c'est vrai. Vous savez, chacun de nous a des souvenirs plus ou moins dramatiques. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Curieusement, ce n'est pas les morts qui se présentent devant mes yeux quand je parle de la guerre, de l'occupation nazie, etc. C'est un cheval. Oui. Et curieusement, c'est important. C'est un cheval qui est abattu par un bombardement en bas de chez vous. Exactement. Je Un suis jour. sur le balcon, hein, j'avais 4 ans, même pas. Il y a un chariot qui passe, il y a le cheval qui reçoit une balle perdue, clac, il tombe. Et j'ai vu, et c'est la première fois, c'est quand même un gosse de 4 ans, j'ai vu mes voisins, gentils voisins, qui me donnaient des bonbons, qui me disaient des gentillesses, se précipiter sur ce cheval avec des couteaux pour les découper parce qu'ils avaient faim. Ouais. Et ce cheval vivait encore puisque ses flancs se soulevaient. Ouais. Vous dites qu'à ce jour-là, mon enfance s'était terminée. Oui, parce que là, je me suis rendu compte que les hommes ne sont que des hommes. Ça veut dire qu'il arrive un moment où ils sont désespérés, ils sont capables de faire ce qu'on ne croirait pas Oui. qu'ils puissent faire. Oui. Vous racontez l'exil, vous racontez vos parents. Extraordinaire. Votre maman était poétesse yiddish. Ouais. Elle écrivait des mots merveilleux, des mots pleins d'espoir. Et là, avec ma mère, je me suis rendu compte que les femmes, quand il faut prendre une décision essentielle, hein, entre le choix entre la vie et la mort, les femmes sont beaucoup plus rapides. Quand 2 amis de mon père, des catholiques en primaire comme lui, sont venus nous voir la nuit pour dire c'est le moment de quitter Varsovie parce que les portes des ghettos seront murées, ça sera fini. Mon père s'était mis à discuter, la France, l'Angleterre viendront nous secourir, etc. Pendant que lui, il discutait, ma mère avait préparé les baluchons, m'a pris par la main, elle m'a dit « on s'en va ». Et grâce à elle, je suis là. Oui, oui. Un jour, les Allemands vous arrêtent, vous êtes un gamin, et ils demandent si vous êtes juif. Il faut évidemment surtout pas dire que vous êtes juif. Et vous, le petit gamin, vous dites quoi? Ben, j'ai dit oui, oui, bien sûr. Et les Allemands éclatent de rire. Ils disent non, non, non. Les Juifs, les gosses, ils blaguent. Hein, les Juifs ne reconnaissent jamais leur judaïté. Et ils nous laissent passer. Oui. Et ma mère a tiré une leçon tout de suite. Hein, le meilleur mensonge, c'est la vérité. Oui. Et depuis, oui, j'ai dit la vérité. Les gens ne croient pas, d'ailleurs. Quand vous dites la vérité, les gens ne croient pas. Et là, vous vous interrogez évidemment sur ce qu'est être juif. Ouais. Et alors, vous racontez dès le début du livre, ce livre de Sartre, qui un jour vous interpelle, dans lequel, finalement, vous avez l'air de comprendre que Sartre dit, pour se sentir juif, on se sent juif dans le regard des autres, y compris dans le regard des antisémites. C'est les premiers petits livres que j'ai lus en arrivant en France, Réflexions sur la question juive, et qui m'a frappé, qui m'a énervé. Ça veut dire, voilà un homme, un grand philosophe. On a oublié l'importance de Sartre. Quand je rencontre après Che Guevara, la première chose qu'il me demande, est-ce que vous connaissez Jean-Paul Sartre? Bon. Et cet homme m'est réduit au regard de l'autre. Oui. Ça veut dire, il ne me laisse aucune liberté. Si je veux être juif ou pas juif. Oui. Non, je suis juif dans le regard de l'autre. Alors vous allez un jour frapper à sa porte. Ben voilà. Vous êtes tout jeune. Et il vous ouvre, il vous accueille. Oui, mais l'époque a changé, mon ami. À l'époque, quand je disais que je venais de Varsovie, tout le monde comprenait. Varsovie, ghetto de Varsovie, la révolte, etc., survivante. Aujourd'hui, quand j'ai dit je suis de Varsovie, je pourrais dire je suis de Lisbonne, de Limoges, de Poitiers, ça serait pareil. Hein?
parce que Oui. il n'y a pas de résonance. Donc, quand je m'étais énervé en lisant les livres de ça, j'ai demandé à des amis, est-ce que vous savez où est-ce qu'il habite? On a trouvé l'adresse, je frappe à sa porte, un bonhomme petit, peu zézouillant, qui ouvre la porte, il dit, qui êtes-vous? J'ai dit, je suis, vous ne me connaissez pas, je viens de Varsovie. C'est comme si je venais avec quelque chose de, je ne sais pas, une toile ensanglantée. Et il me dit, rentrez, qu'est-ce qui vous amène? Et là, j'ai pu lui Oui. dire... Vous lui avez dit, et finalement, il vous dit, mais non, mais je parle des juifs religieux, je parle... Non, parce qu'il Oui. a dit, vous avez peut-être raison, mais moi, je suis un goy. Oui. Je ne suis pas un juif. Donc, je regarde les juifs de l'extérieur. Mais pour moi, les juifs, c'est celui qu'on voit qu'il est juif. Alors j'ai dit, mais attendez, ça veut dire vous résumez les juifs à leurs habits. Les juifs religieux portent la barbe, les papillotes, les chapeaux. Moi, je ne suis pas religieux, je ne vais pas à la synagogue. Et pourtant, on a voulu me tuer parce que je suis juif. Oui. Et alors, votre combat pour la paix, finalement, va commencer. Vous allez être un acharné, évidemment, pour la paix au Proche-Orient, et pour la paix en Afrique du Sud, contre l'apartheid. Vous allez vous battre, finalement, contre quelque chose qui est en face, qui s'appellerait comment? Vous diriez quoi? L'injustice. L'injustice. Vous savez, c'est la Bible qui a inventé le mot injustice. Bon, les gens ne lisent pas la Bible. Pourtant, ça se lit comme un roman policier. Abraham, il y a Dieu qui dit à Abraham, hein, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y a des méchants. Et Abraham il attrape Dieu, je ne sais pas comment il est fait. Et il dit, mais Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Hein, tu ne peux pas tuer les méchants et les justes. S'il y avait quelques justes. Et c'est la première fois dans l'histoire qui est prononcé le mot justice. Oui. Ça ne serait pas justice. Ça veut dire tendre la main. On voit une photo avec Arafat, là. Ouais. Vous tendez la main à Arafat. Ouais. Oui, parce que moi, j'ai parlé avec tout le monde. C'est Jacques Chancel, un jour, m'a demandé, on a oublié qu'il était, un journaliste très connu. Il me demande, vous êtes prêt de parler avec n'importe qui? J'ai dit n'importe qui. Si Hitler vous proposait un dialogue, j'aurais accepté, sauf que lui, il aurait préféré me voir sous forme d'une petite savonnette. Alors, bien sûr, quand un ami d'FLN, aujourd'hui on parle d'Algérie, c'est extraordinaire, est venu me voir, il dit, j'ai parlé avec Yasser Arafat, à l'époque c'était sur la liste des terroristes, l'ennemi numéro 1. Oui. Et il est prêt de te rencontrer. J'ai dit, bon, on y va, bien sûr. Voilà la photo. Et quand vous parlez, moi je suis persuadé que quand vous regardez votre ennemi en face et vous lui demandez un mot simple, pourquoi? Du coup, il ne peut plus vous tuer. Il ne peut plus. Oui, mais ça, parce que tout individu, je me trompe peut-être, un jour quelqu'un me tirera quand même une balle, je me serais trompé. Et tout individu a en lui l'essence de, je parlais de la justice, l'essence de, comment dire, il sait qu'entre la vie et la mort, on choisit la vie. Oui. Vous croyez finalement en l'homme? Parce qu'au fond, la réalité, quand vous dites, vous intitulez ce livre « Je rêvais de changer le monde », la réalité vous répond, le monde n'a pas changé. Il y a toujours finalement du racisme, de l'antisémitisme, des guerres, du terrorisme. Mon ami, le monde a changé à une telle vitesse, on ne se rend même pas compte. D'abord, sur le plan technologique, ni vous ni moi, on n'y est pour rien. Mais mon arrière-grand-père, il n'aurait jamais vu un avion traverser les ciels. Oui. Il n'aurait pas pensé qu'on pourrait parler avec quelqu'un en Australie grâce à un petit boîtier qu'on a dans la poche. Bon, on a changé. Mais que nous, on a changé, nous tous, parce qu'on n'est jamais seuls. On peut faire une petite liste. Il n'y a plus de mur de Berlin qui coupait le monde en deux. Oui. Il n'y a plus de goulag. Il n'y a plus d'apartheid en Afrique du Sud. Entre l'Égypte et Israël, il n'y a plus de guerre. Entre Israël et la Jordanie, il y a la paix. À Belfast, en Irlande du Nord, puisque avec le Brexit, on parle de la frontière avec l'Irlande, où
protestants aux catholiques, il y a 20 ans encore, s'entretuaient. Il y a des films américains d'une violence inouïe. 500 000 femmes sont sorties dans la rue pour dire stop. Oui. Il n'y avait que 2 hommes, Kouchner et moi. Depuis, on n'en parle plus. Donc, on peut changer Oui. des choses. Ça a changé, par exemple, on voyait à l'instant une image avec Simone Veil à Auschwitz devant ce portail terrifiant. Ces moments-là changent quelque chose, ont changé quelque chose. Mais là, ça change en nous. Ça ne change pas peut-être le monde. Parce que les antisémites sont toujours là, la haine de l'autre, de l'arabe, des bossus, d'homosexuels, etc. Il y aura toujours. Tant que les hommes existeront, ils vont chercher un bouc émissaire pour les problèmes qui se posent à chacun de nous. Mais cette visite, 65e anniversaire de la libération des camps, 27 janvier, mon anniversaire en plus, c'est aussi l'anniversaire de Mozart. Chirac m'appelle, il dit « Alter », parce qu'il n'appelait pas les gens par leur prénom, il dit de manière militaire « Alter, je vous amène à Auschwitz avec Simone ». Il neigeait, il faisait froid terrible. Il y avait tous les chefs d'État, il y avait Poutine qui grelottait, lui qui devait connaître le froid. Et il y a les grands rabbins de New York s'est mis à chanter Al-Moulay Rachamim, qui est le chant des morts. Et je me suis mis à pleurer. Je pleure rarement. Et j'ai raconté ça dans un entretien. New York Times a mis un grand titre à la une, Tears in the Snow, les larmes dans la neige. Oui, je me suis rendu compte que nous sommes tous des survivants, tous. Que ce soit Chirac, il y avait les présidents de l'Assemblée nationale qui n'étaient pas juifs. On était quand même survivants de la barbarie. Oui. C'est ça votre croyance en l'homme. Je vais citer votre maman, puisque je parlais des poèmes de votre maman. Elle dit « Sache qu'au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu ». Et finalement, elle vous a marqué. Oui. Vous avez gardé cette idée-là. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai, on est marqué par des petites choses, pas par des grands bouleversements. Hein. Ma mère était une très belle femme, j'étais jaloux d'elle. Mon père, lui, était content, hein, sa femme plaisait. Mais moi, j'étais jaloux. Il ne fallait pas qu'on touche à ma mère. Et elle écrivait des poèmes. Et dans les ghettos, premier jour des ghettos, hein, elle a écrit un poème. Il dit « Mon enfant, ne pleure pas, mon enfant. Au-dessus des nuages gris, il y a toujours un ciel bleu. » C'est génial. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai. Oui. C'est ça, finalement, Marie, qui vous dit, au fond, si le monde a changé, on peut encore le transformer. Tout à fait. Beaucoup dépend de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a la nature qui change. On peut éventuellement la préserver. C'est la théorie de mes amis écolos. Mais il y a tout ce qui concerne la volonté humaine, nous pouvons intervenir. Regardez même aujourd'hui, en Algérie, on a dit, voilà, il y a le président, on va se représenter parce qu'il a le pouvoir, il a l'armée. Oui. Non, il a abandonné parce que nous, des gens comme vous et moi, sont descendus dans la rue. Donc ça veut dire que vous dites, au fond, il faut se battre. Ah oui, oui. Rien n'arrive comme ça. Toujours sur la barricade. Un de mes tableaux préférés, c'est la barricade de la Croix. Oui. Pas seulement parce qu'il y a une femme avec des beaux seins, mais parce qu'il y a des gens qui sont là et ils sont déterminés à tenir la barricade. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, on vous voit d'ailleurs avec Montand Signoret, à l'époque, on voit Rocard, Simone Veil, manifestant finalement pour faire changer le monde. Je vais rappeler quand même, vous aviez rêvé d'être peintre, Marek Alter. Et quelque part, est-ce que finalement, vous avez voulu, j'allais dire presque, dessiner le monde par votre action, ce que vous n'avez pas forcément fait dans la peinture? Il y a un destin. Ça veut dire que je sois né à Varsovie, je n'ai pas choisi. J'aurais pu naître ailleurs. Bon. J'arrive en France, je ne connais pas un mot de français. Par hasard, je rencontre une fille, elle parle polonais, elle a travaillé avec Marcel Marceau, on a peut-être oublié, c'était un mime
Extraordinaire, Voilà, elle m'amène chez Marceau. Marceau avait besoin de quelqu'un pour déplacer les meubles sur la scène. Voilà, il m'engage et il m'apprend les premiers mots de français, le mime. Parce qu'il devait quand même m'indiquer, on peut plus à gauche, on peut plus vite, on peut moins vite. Bon, déjà, 3 mots appris. Ouais. Et puis, je vais au Louvre et je vois ces merveilles extraordinaires. La barricade de la Croix, la bataille d'Uccello, extraordinaire. Il y a la bataille où il y a plus d'épiques que des cavaliers. Je me suis dit, c'est extraordinaire. C'est ça, l'art. L'homme qui peut se donner le droit de dessiner plus d'épiques que des cavaliers. Et je deviens peintre. Je connais Nicolas de Staël, Yves Klein, tant d'autres. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais peintre. C'est à l'âge de 40 ans que mon ami, à qui je dois d'ailleurs tout, Pierre Viançon-Pontet, qui était directeur du Monde, m'a dit, écoute, mais tu as quand même des choses à raconter, tu te bats pour des causes qui me tiennent aussi à cœur, tu as écrit des articles dans Le Monde, écris un livre, ma femme travaille dans une maison d'édition, elle publiera. Je dis, oui, mais je ne sais pas écrire des livres. Sans fin, tu écris, je corrigerai. Et c'était mon premier livre, Le Fou et le Roi, qui a reçu plein de prix. Et je me suis dit, au fond, je suis un conteur. Je ne serai peut-être pas un écrivain, mais un conteur, oui, ça, certainement. L'oralité, c'est-à-dire échanger avec l'autre. Ouais. Voilà, exactement. C'est ça qui au fond, même avec, vous l'avez dit d'ailleurs, avec un ennemi, se parler. C'est ça dont on manque le plus. C'est parce que nous ne nous intéressons pas aux autres. Nous nous intéressons pas aux autres. On va voir quelqu'un. Aujourd'hui, c'est facile. On ouvre les Google, on a toutes les informations sur la personne que nous allons rencontrer. Et on ne se donne pas la peine. Par apprendre 2 mots de la langue de l'autre. Quand j'ai amené Sarkozy à Moscou, je lui ai dit, dis quelques mots à Poutine en russe. Mais je ne connais pas. Tu apprendras. Je lui ai appris quelques mots. Tu les prends par la main parce qu'il adore ça. Trump n'aime pas qu'on le touche. Ce n'est pas un latin. Les Russes adorent. Ça veut dire il faut, comment on dit, je ne dis pas qu'il faut aimer l'autre. On ne peut pas aimer l'autre. Freud, il dit dans un petit livre, Malaise dans la société, qu'il a essayé d'aimer son ennemi, il n'a pas réussi. Bon, mais comprendre l'autre, oui, ça oui. Et si et l'autre, il essaie, il comprend. Quand je suis allé voir Arafat, on s'est embrassé tout de suite. C'était pourtant celui qui disait qu'il faut détruire Israël. Et il a cessé de le dire. Et il a signé la paix avec Rabin. Vous avez parlé tout à l'heure de cette poignée de main extraordinaire. Mais nous n'avons pas prévu que Rabin allait tuer. C'est ça le destin, qui vous échappe complètement. Oui, mais votre destin, vous l'avez bien en main. Je rêvais de changer le monde, publié donc chez Robert Laffont et XO, Marek Alter. Mais ça continue, hein. Mais vous l'aimez, ce monde? Ah, écoutez, c'est ce que je demande à celui qui nous regarde. Hein. Nous regarde, c'est Victor Hugo qui dit « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Donc s'il me regarde, qu'il me donne encore quelques années, j'ai encore des choses à faire. Merci beaucoup, Marek Alter, d'avoir été notre invité.